Bienvenue à l'atelier Nymph Evolution. Aujourd'hui, on ne va pas parler de technique de pêche en nymphe. On va visiter ensemble mon atelier et plonger dans la collection Nymph Evolution. On va aller ensemble au cœur du réacteur pour étudier les nymphes, les composants, les produits, pour que je vous explique de quelle manière je vois Nymph Evolution. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que Nymph Evolution, pour moi, c'est pas simplement une entreprise, en fait, c'est un art de vivre. Je passe ma vie soit à pêcher, soit à monter des mouches. Bon, ça, vous avez dû le deviner, je pense, depuis le temps. Et en fait, avec Nymph Evolution, j'ai bouclé la boucle puisque l'un complémente l'autre. Quand je fais des mouches, je pense à la rivière. Et quand je suis à la rivière, je pense à quelle mouche devrait marcher. Donc je me suis simplement placé dans un cercle vertueux où je me sens bien partout où je suis. Que je sois à l'atelier dans cette ambiance avec des poissons ou à la rivière avec les poissons, pour moi c'est du pareil au même. Et c'est ce que j'essaye de faire avec cette gamme de mouches et en partageant avec vous comment pêcher avec mes mouches et aujourd'hui en l'occurrence comment je les fabrique. Pour ce qui est de la collection standard, il y a 3 composantes. Il y a les nymphes Pheasant-tail, imitation d'éphémères. Il y a les nymphes céramiques juste avec du plomb peint, imitation de trichoptère. Et il y a les nymphes tungstène, céramique tungstène, c'est-à-dire lestées avec du plomb et du tungstène. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que j'ai cette collection standard un peu en opposition avec la collection gourmet parce que je suis quelqu'un de monomaniaque et bipolaire. C'est important que je vous explique ça parce que ça se ressent dans ma collection de nymphes. Il y a cette collection standard qui est logique, scientifique, cartésienne, qui veut deviner tout ce qui se passe dans la rivière. Et ça, c'est la représentation que j'aime de vouloir tout comprendre de la rivière. Et puis, il y a la collection gourmet qui est plus poétique, artistique, sur des choix complètement en roue libre, sans filtre, juste de beaux matériaux. Et il y a aussi les nymphes série limitée qu'on verra plus tard qui sont encore plus artistiques. Donc vous voyez dans la collection Nymph Evolution ce paradoxe entre le côté scientifique qui permet de prendre plus de poissons et puis le côté qu'on a tous de moucheurs poétiques qui se laissent aller. On est au bord de l'eau pour se détendre et on ne veut justement pas réfléchir à des trucs compliqués. Voilà pour ce petit point, pour que vous compreniez bien comment je vis cette collection au jour le jour. Collection standard, premier élément, la Pheasant-tail. La nymphe Pheasant-tail, c'est une mouche légendaire, je pourrais même dire interstellaire, je pense, parce que dans n'importe quel pays du monde, il y a des nymphes d'éphémères, et je pense que c'est une des nymphes les plus utilisées. Après, c'est comme les sushis, hein, c'est des ingrédients très simples, c'est de la plume de faisan et une bille et du cuivre. Par contre, il y en a qui font des Pheasant-tail nuls à chier, sans tungstène, qui sont moches, et il y a des gens qui vont faire des Pheasant-tail parfaites. Pour ma part, après 10 ans à monter des Pheasant-tail, je commence seulement à avoir une certaine régularité. Donc c'est comme les maîtres sushi, ça prend des années juste pour travailler du faisan, du fil de cuivre et du tungstène. Moi j'ai un énorme respect sur cette nymphe parce qu'elle a l'air ultra simple et en fait c'est une fois de plus une somme de petits détails qui à la fin peut donner une nymphe à la fois très complexe mais qui dans la rivière va juste imiter un éphémère. Les points importants pour la Pheasant-tail, c'est tout d'abord le choix d'une bonne plume de faisan. Il faut un faisan de qualité avec des barbules assez grasses, avec un bon coloris. Donc moi, quand je reçois mes plumes de faisan d'Écosse, je trie toutes celles qui sont contaminées par de l'urine, qui ont été rongées par des mites des animaux, où il y a du rachis ou des champignons, de la moisissure qui traîne dedans, je les dégage pour garder que le cœur de la chose. Donc des belles barbules que je sélectionne, j'enlève le rachis et je reste sur cette belle barbule aux couleurs régulières. Donc j'évite les faisans trop noirs et j'évite les coloris trop clairs, là, plutôt cendrés, pour rester sur une régularité d'un espèce de brun chaleureux, un espèce de brun Nutella comme ça, qui m'offre une régularité dans ma collection de mouches, parce que comme je vous le dis, pour faire entre 20 000 et 50 000 mouches par an, il faut une certaine régularité. Point numéro 1 pour une très bonne Pheasant-tail, donc le choix de la plume de faisan. C'est comme de la bouffe, hein. C'est des bons ingrédients à la base, c'est aussi simple que ça.
Pour la solidité de la mouche, ce qui est capital, et ça vous vous en rendez pas compte si vous ne montez pas des mouches, en fait la pheasant tail elle est empaquetée. C'est une nymphe qui est empaquetée et cerclée avec du cuivre, comme si on avait mis le faisan en cage. Et en fait c'est le nœud de base sur l'hameçon qui va tout déterminer. Si ce nœud-là il est très solide et qui ne bouge pas, on va pouvoir bien empaqueter la nymphe. Par contre, vous pouvez faire des pheasant tail très belles, très esthétiques sur un nœud central qui est mal fait et la nymphe va pivoter, glisser et poum, elle va se détricoter et c'est la fin de l'histoire. Donc moi j'y apporte beaucoup d'importance, c'est pour ça aussi que je travaille avec le fil du Danemark qui est de la marque Vivus. Donc du sang denier, c'est très costaud, je peux arracher mon étau avec si je veux et il me permet de solidifier mes pheasant tail. Donc je suis pas fou, hein, si je vous vends ma gamme de nymphes comme garantie indestructible, c'est que j'utilise des très très bons matériaux qui donnent de la solidité. Sinon, ça ne sert à rien de monter des nymphes garanties indestructibles si c'est pour le faire avec des produits de merde, soyons honnêtes. Ça, c'est le deuxième point, l'attache du nœud solide. Et il y a un troisième point qui est important pour une belle et d'ailleurs bonne pheasant tail qui va marcher, c'est le cerclage de cuivre qui doit être très régulier et réparti de manière très fine sur le corps. En fait, tout ça, c'est à cause des truites. Les truites ont des dents qui vont faire péter les barbules de faisan si c'est mal cerclé. Donc ce cerclage, il sert au-delà du signal déclencheur des anneaux de solidification pour la nymphe. Et c'est là l'histoire du maître sushi. Il faut des années avec cet élément simple, ce petit fil de cuivre, pour faire un enroulage très régulier qui est à la fois vendeur et très appétissant pour les poissons comme pour le pêcheur. Donc choix du faisan, le nœud central de départ très solide, l'enroulement de cuivre, et puis comme toutes mes nymphes, le choix du tungstène, donc il n'y a pas à discuter, c'est tungstène à 98%, avec un tout petit peu d'alliage dedans pour compléter, et pas des tungstènes avec un trou dedans et juste un peu de tungstène mélangé à du laiton qui pèse rien. Vous avez des nymphes qui flottent à mi-hauteur d'eau. Voilà, quand vous connaissez votre collection de mouches, vous le verrez tout de suite. Donc une fois de plus, tungstène de qualité qui a un certain coût, c'est sûr, mais toujours la même densité pour la mouche, comme ça je sais comment elle coule. Et ça, la qualité du tungstène, c'est la même pour toutes mes nymphes tungstène. Ça, c'était le topo pour le premier composant de la gamme standard, la nymphe pheasant tail. Maintenant, on va passer au deuxième composant qui est la nymphe céramique plomb-peint. C'est tout un programme. La nymphe céramique plomb-peint. Eh bien, je vais vous étonner parce que cette nymphe, en fait, elle n'intéresse que les Français. Moi, j'ai beaucoup voyagé autour du monde et en fait, les gens s'en foutent des nymphes céramiques plomb-peint parce que, bon, je suis encore chauvin, mais je suis désolé parce que ça, c'est vraiment réel, je pense. La pêche est très, très dure en France et on a dû s'adapter, faire des nymphes plus petites et plus lourdes pour pêcher nos poissons éduqués, surtout dans des eaux claires comme on a en France. Moi j'ai vu des Américains, des Suédois, des Espagnols, des Islandais, n'importe où. Les gens s'en tapent parce que la pêche peut être difficile ailleurs, mais pas autant qu'en France. Je suis désolé, je m'en fous, je pourrais être critiqué là-dessus. Mais voilà, si vous pêchez sur la vis, sur la sorgue, sur la loue, sur la dordogne, alors la touvre, j'en parle même pas. Voilà, allez à Champagnole, pêcher à la mouche, on en reparle si vous faites des poissons. Vous allez n'importe où dans le monde, c'est quand même pas à ce niveau-là. Après, il y a la Rybnik en Bosnie qui est devenue chaude. Il y a des rivières aux États-Unis dans l'ouest qui sont difficiles. La South Plate ou la Frying Pan, les poissons sont difficiles, mais c'est de loin pas le niveau qu'il y a en France avec la pression de pêche. Et puis parce qu'on matraque les poissons depuis des années avec des très bons pêcheurs en nymphes, avec des tout petites mouches. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils soient difficiles. Voilà, donc les nymphes céramiques, elles ont été faites pour ça. Des nymphes plus petites, plus denses, plus réalistes, parce que les poissons deviennent méfiants vis-à-vis des grosses mouches. Par contre, le bon point, c'est si vous savez maîtriser la pêche avec les nymphes céramiques, quand vous débarquez à l'étranger, là vous faites un massacre. Il faut dire qu'aux États-Unis, les céramiques, elles couraient après sur la frying pan. Après, les plus gros spécimens, c'est encore une autre histoire. Il faut la dérive et compagnie.
Voilà pour l'affaire franco-française des nymphes céramiques, pour le petit historique. Maintenant, pour moi, c'est quoi une bonne nymphe céramique? C'est tout d'abord un enroulement de plomb harmonieux avec un diamètre choisi qui va faire une nymphe élancée, comme un asticot un peu élancé, qui est en fait une imitation du trichoptère, pour avoir assez d'anneaux, une forme assez harmonieuse qui dégage la pointe. Ça va être aussi la sous-couche de peinture blanche qui va en amont donner cet effet fantastique, très curieux, d'alternance de couleurs sur l'enroulement de plomb, donc avec le jeu de la peinture céramique qui va couler entre les anneaux. Donc, un bon choix de diamètre de plomb pour que la nymphe soit pas trop dodue, une belle sous-couche blanche bien opaque pour faire un beau voile, et puis la recette secrète de la peinture céramique. Bon bah ça, il y a environ 500 recettes, vous pouvez regarder sur internet, chacun a sa recette, et moi je me suis arrêté sur des effets, vu que je pêche qu'avec la couleur moutarde, qui est pour moi la couleur la plus répandue des trichoptères, cette espèce de jaune sale. Donc moi j'aime cette alternance de jaune moutarde couplé avec un espèce de brun rouge et puis des interstices un peu gris blanc sale comme ça, ce qui donne une variation sur 3 couleurs avec une belle tête noire mat comme ça. Moi c'est ma variation préférée. Il y a plein d'autres recettes. Il faut jouer avec son four, il faut jouer avec la peinture à l'huile, la peinture à l'eau. Chacun sa recette. Moi je me suis arrêté maintenant sur cette recette que j'ai validée, que je pêche depuis au moins 5 ans, je bouge plus de cette couleur. Donc une belle peinture qui a de la gueule, céramique, hein. Ça ne sert à rien d'avoir une peinture opaque où on ne verra pas les anneaux, ça c'est mort, ça ne pêchera pas. Et puis pour finir, le vernis, alors là c'est une étape très importante. Quand on fait des dizaines de milliers de mouches comme moi par année, on ne peut pas se permettre de vendre une nymphe qui colle, qui est gluante, ça c'est même pas la peine. Je veux dire, le client il va tout de suite vous renvoyer la nymphe. Donc j'ai développé des techniques de séchage laser aux UV, puisqu'en fait cette résine que j'utilise c'est du méthylacrylate qui va se polymériser, se solidifier en dessous de l'action des UV. Et alors je vais vous le dire parce que ça vous évitera de chercher, moi je finis toutes mes céramiques à la lumière du jour, je leur fais prendre un bain de lumière du jour, parce que la lumière du jour contient toutes les longueurs d'onde, ce qui va totalement polymériser la nymphe. Voilà, désolé, c'est pas très glamour, il n'y a pas de gros secret, mais pour ma qualité de nymphe non collante, c'est comme ça que je travaille. Donc voilà comment, selon mon cahier des charges, j'obtiens une belle nymphe céramique plomb peint. Avant de parler de la céramique tungstène, je vous rappelle juste que l'autre avantage des nymphes céramiques, c'est qu'en fait le plomb qui est verni, avec un vernis très solide, et ben en fait ça va solidifier l'hameçon. En fait, je m'en suis rendu compte il y a 1 ou 2 ans, parce que effectivement, je me suis dit, j'ai jamais tordu un hameçon de mes nymphes céramiques. Et je me dis, c'est quand même des bons hameçons. Et en fait, j'ai réalisé que c'était l'enroulement de plomb qui solidifiait la hampe de l'hameçon. Et même sur des barbeaux de 80 cm ou des truites de mer de 4 kg, bah, elles n'ont jamais bronché. Donc c'est un bon point, vous voyez, que j'ai découvert avec l'expérience en travaillant un produit. On connaît mieux les choses. On va passer à la dernière catégorie de mouches de la collection standard, donc les nymphes céramiques tungstène. Troisième et dernière nymphe de la collection standard, et je pense celles qui prennent le plus de poissons selon moi, les nymphes plomb peint céramiques tungstène. Donc je ne vais pas répéter ce que je viens de vous dire avant sur les nymphes céramiques plomb peint, sauf que là, on ajoute du tungstène et un dubbing. Effectivement, il faut quand même un choix de dubbing de qualité qui est bien vivant. Et moi, j'aime beaucoup ce Spectra Dubbing Ends qui est très scintillant, très facile à travailler, qui est bien vivant dans l'eau. C'est vraiment un produit que j'ai validé depuis des années. Et cette espèce de touche de vert iridescent sur le thorax de mon trichoptère couleur moutarde, moi, je trouve que ça fait vraiment une nymphe qui pêche partout. Et puis de toute manière, je vais vous dire, je suis condamné avec mes nymphes puisque maintenant c'est allé trop loin. Elles ont pris du poisson dans plus de 12 pays. Donc chaque mouche que je fais me fait les aimer encore plus, j'y crois encore plus. Hein. C'est quasiment sectaire, c'est vrai, mais quand vous avez une collection qui prend du poisson partout sur Terre, bah à un moment, quand vous la forgez à l'étau, vous vous dites c'est quand même génial.
Je m'arrête, je regarde la mouche et je me dis, cette mouche-là va prendre du poisson en Nouvelle-Zélande ou en Suède. Et c'est ça que je recherche dans l'aboutissement de mes produits. Donc la céramique tungstène, bon, je pourrais résumer en disant que c'est la nymphe la plus prenante du monde parce qu'en fait, c'est la nymphe la plus dense que vous trouverez sur le marché. La plus dense, c'est-à-dire que pour une petite taille, elle a un poids très lourd. Donc elle va couler plus profond et être plus petite que les autres nymphes. Donc sur les poissons éduqués, ça fait la différence. Là où les truites voient passer des centaines de grosses mouches, vous allez passer plus près du fond avec un modèle plus petit. Donc je vous fais la suite logique de ce qui se passe, ça fait plus de poissons dans les cuisettes. Et on a à peu près fait le tour pour la céramique tungstène. Voilà, il y a un joli travail de Bing. Et puis le choix du tungstène, je ne vais pas me répéter, c'est 98% ou rien. Et puis on obtient des nymphes ultra efficaces, quoi. Moi, si je devais partir, ce que je dis toujours en rigolant, si je devais partir sur une île déserte avec une mouche, je prendrais une céramique tungstène en fait. Parce que c'est clairement la nymphe qui m'a permis de prendre le plus de poissons ces dernières années. Je pense que là, il n'y a pas photo, quoi. Donc effectivement, vous savez, dans les vidéos techniques, je pêche à 2 nymphes avec la céramique tungstène en sauteuse et la pheasant tail, mais statistiquement, c'est ce qui dérive près du fond qui prend le plus de poissons. Donc voilà, disons que c'est mon chouchou de la gamme, ma préférée.